Chers étudiantes et étudiants, bonjour. C'est un plaisir de pouvoir renouer le contact avec vous par le biais électronique, à défaut de pouvoir le faire en présentiel dans l'amphithéâtre, c'est-à-dire. Comme vous le savez très bien, j'ai la charge d'assurer un cours de théorie générale de droit constitutionnel au groupe B, droit en français, à la faculté bien sûr des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Et c'est un plaisir donc de entreprendre cette série de vidéos analytiques et explicatives du cours, de mon cours. Vous le savez très bien, certains d'entre vous d'ailleurs, qui ont intégré la plateforme Moodle, le savent. J'ai mis en ligne l'intégralité du cours, faisable bien sûr en fonction de l'expérience des années précédentes, sous version PDF, et également une partie du cours, notamment l'introduction, sous forme de Keynote PowerPoint. En réponse à certaines craintes formulées par des étudiantes et des étudiants, et également pour aller plus loin au niveau de l'effort pédagogique, explicatif et analytique de mon cours, donc j'ai décidé d'entamer cette série de vidéos qui vous donnera certainement, que j'espère que vous allez apprécier à leur juste valeur, et qui vous donneront bien sûr une dimension assez grandeur nature de toute façon du cours, surtout le cours en présentiel, et qui vous permettront bien sûr d'aller de l'avant au niveau de l'appréciation, au niveau de la compréhension et au niveau de la capacité de synthèse issue bien sûr de la multitude d'exemples, des analyses donc de perspectives différentes, des différents éléments du cours. C'est toujours un plaisir de communiquer ainsi avec vous, c'est quasiment en présentiel. Dieu sait que ce n'est pas tout à fait le cas, mais apprenons autrement, apprenons à apprendre autrement plutôt. Passons donc cette période difficile par une intelligence collective, par un procédé d'intelligence collective, je voudrais dire, et allons de l'avant. Et j'espère que cela aboutira à sauver notre module, sauver notre semestre et sauver l'année universitaire dans son intégralité. C'est en effet tout ça auquel nous aspirons. Bien sûr, ce que nous allons faire ici, c'est développer les éléments du cours et remplacer pratiquement les séances présentielles par des séances vidéo. Vous allez remarquer très bien lorsque vous allez sur la plateforme Moodle que je vais mettre en ligne des liens, parce que la plateforme Moodle ne permet pas d'héberger des fichiers volumineux, c'est-à-dire beaucoup de poids en termes de mégaoctets, de poids de données, et également en termes si vous voulez, de temps de ces vidéos, le temps cumulé bien sûr jusqu'à la fin de ces cours. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai décidé de mettre ces vidéos sur YouTube. C'est toujours un plaisir donc pour moi d'ailleurs de toute façon de suivre des documentaires sur YouTube, c'est très instructif. J'espère que vous aurez également ce plaisir d'apprendre et de vous divertir. C'est toujours reproductif, c'est pratiquement à l'infini. Vous pouvez apprécier autant que vous voulez ces différents éléments de cours. Nous allons donc entamer très rapidement cette introduction. D'ailleurs, vous allez le remarquer très bien, et tel que je l'ai déjà expliqué lors des 3 séances que nous avons déjà entamées en présentiel, je donne beaucoup d'importance à l'introduction. Coûte que coûte, de toute façon en termes de temps, pour moi l'introduction est un passage capital. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous allez remarquer que c'est un passage assez long, et c'est pour cela également que je serai à l'écoute de vos interrogations et de vos questions. Si jamais je juge opportun, en fonction bien sûr du rapport étroit de vos questions et interrogations avec le contenu de l'introduction,
j'aurai le plaisir toujours de revenir, d'interagir avec vos questions et vos interrogations par des vidéos. Non seulement je me contenterai de répondre à toutes les questions par écrit, mais je répondrai à beaucoup de questions également par d'autres vidéos. Et vous voyez que nous allons essayer de faire une analogie quasiment parfaite. Ce n'est pas tout à fait, je viens de le dire, ce n'est pas toujours parfait, mais quasiment une analogie quasiment parfaite avec des cours en présentiel. J'espère pour vous donc une bonne continuation et j'entame immédiatement donc mon cours par le biais de l'introduction, le point de départ d'ailleurs de tout cours. Dans cette introduction, nous allons soulever une question d'une grande importance liée à trois phénomènes qui sont à la base du droit constitutionnel moderne. Le phénomène politique, le phénomène du pouvoir politique, plus précisément, et le phénomène de l'État. En premier lieu, le phénomène politique est constitué d'un ensemble d'interactions qui sont à la base de la réalité sociale humaine. Et il s'agit ici des interactions entre individus eux-mêmes, entre individus au sein du groupe, les individus et dans le groupe, les institutions du groupe bien entendu, ainsi que les interactions entre les individus et le pouvoir, notamment les gouvernés et les gouvernants. Ce sont les fondements pratiquement de la réalité sociale humaine. Cette réalité qui se distingue par rapport à celle des autres groupes d'êtres, notamment les autres vivants, par le fait que les humains ont conscience de leur existence collective. C'est là un constat d'une grande importance qui a été soulevé par Borella dans son ouvrage Éléments de droit constitutionnel mentionné en bas de cette keynote. Les humains n'ont pas seulement conscience de leur existence collective, mais ont surtout et plus particulièrement conscience de l'importance de leur existence collective. Les ressources de la philosophie politique nous le précisent bien. D'ailleurs, Aristote n'a-t-il pas affirmé, déjà dans le contexte hellénique, que l'être humain est un être social. Le processus de formation du droit dépend de la sorte à une simple revendication des gouvernés. Donc pourquoi le droit? Et nous nous posons depuis le début de cette introduction cette question sur la formation progressive du droit, parce que nous avons affirmé déjà au début qu'il s'agit d'une relation entre les individus et le groupe. Et le groupe organisé, bien entendu, parce qu'on ne peut pas parler d'un pouvoir politique et par la suite du phénomène de l'État que dans un cadre d'un groupe organisé. Un groupe organisé qui exige, bien sûr, qui ne peut être fondé que sur un ensemble de règles qui doivent être respectées, qui doivent être imposées par le pouvoir et acceptées par, bien sûr, ceux à qui elle est destinée. Et ainsi donc, ce processus de formation du droit a toujours répondu à une revendication qui peut être réduite à une simple expression des gouvernés, notamment le vouloir limiter le pouvoir des gouvernants. On est en présence, bien sûr, d'un ensemble de gouvernés, les individus, qu'on va appeler par la suite les citoyens, et les gouvernants, et ainsi donc, cette relation a toujours été, si vous voulez, en faveur des gouvernants. Et donc, les individus se sont toujours posé cette grande question, dans quelle mesure le pouvoir du gouvernant peut être juste et équitable. Et donc, c'est une question qui a jalonné l'évolution de l'humanité à travers, bien sûr, les écrits des illustres penseurs politiques. Donc, cette limitation, cette quête de limitation, à défaut de pouvoir, bien sûr, arrêter ce pouvoir, le pouvoir des gouvernants, cette quête, donc, a été à la base bien sûr, de l'évolution du pouvoir, du phénomène du pouvoir, et son aboutissement était bien précis, c'est-à-dire son aboutissement escompté.
a été toujours asseoir le pouvoir sur des fondements plus justes et équitables, c'est-à-dire faisant appel à des facteurs, si vous voulez, de légitimité. L'idéal étant donc de fonder la société politique et le pouvoir en son sein sur la volonté du groupe lui-même. La légitimité, on va voir donc ça par la suite au niveau des évolutions de le chapitre 1, que le pouvoir qui peut durer, qui est appelé à durer, c'est le pouvoir qui est légitime, c'est-à-dire un pouvoir fondé sur la volonté désirée, voulue, répondant aux attentes, aux exigences, aux normes, aux valeurs, bien sûr, du groupe lui-même. C'est une question là d'une très grande importance parce que ce sont là les tout premiers, si vous voulez, signes de formation de constitution, bien sûr, d'un droit qu'on va appeler par la suite droit constitutionnel. Un autre phénomène est encore plus caractéristique de la réalité humaine, notamment le phénomène de pouvoir. On en a parlé au tout début de cette introduction, qui est source de fascination, source de crainte, source de domination et source de liberté aussi. Parce que le pouvoir n'est pas toujours un pouvoir entre dominé et dominant. C'est un pouvoir qui garantit également la liberté des gouvernés. On va essayer aussi, ce point-là sera détaillé également au niveau du chapitre 1er de notre cours. Or, confronté à ce pouvoir, l'individu s'est accentué, ou plutôt la préoccupation des individus s'est accentuée à tempérer, sinon à empêcher l'arbitraire des gouvernants, c'est-à-dire le pouvoir excessif des gouvernants, le pouvoir qui va s'appeler par la suite dictatorial, le pouvoir, si vous voulez, dominant, abrupt. Donc, ce sont là des éléments qui ont toujours été plus ou moins lourdement acceptés, voire même acceptés temporairement par les individus, en faveur, bien sûr, d'un pouvoir beaucoup plus, d'ailleurs, on vient de le dire, accepté, voulu, voire même à la rigueur, ou plutôt le point idéal, légitime. Donc, l'objectif étant de vouloir tempérer, à défaut de pouvoir empêcher l'arbitraire donc des gouvernants, ceux d'ailleurs qui exercent le pouvoir. L'objet du droit constitutionnel, je viens de dire que c'était là, les éléments que je viens de discuter étaient les tout premiers éléments donc, du droit constitutionnel. On va parler également de l'État comme élément, troisième élément que j'ai promis déjà au début de l'introduction. L'objet donc du droit constitutionnel s'articule plutôt autour des phénomènes juridiques liés au mécanisme du pouvoir et de l'État. C'est tout à fait normal dans la mesure où, lorsqu'on aura à définir le droit constitutionnel, on va revenir bien sûr sur ces différents points. Or, ce champ disciplinaire fait office non seulement d'une initiation à la chose juridique, on va le voir, c'est là une fonction de base donc de l'étude d'un champ disciplinaire aussi, si vous voulez, accentué que précis, que technique d'ailleurs. Donc, il se présente, je parle du droit constitutionnel, se présente surtout comme une discipline d'actualité. C'est une discipline, en fait, d'une actualité, d'une grande acuité. On va le voir à travers un certain nombre d'exemples. Le savoir-faire en matière constitutionnelle incite autant l'étudiant, le juriste, que le citoyen. Donc, on voit aussi que cela intéresse également le grand public. Donc, tout ce beau monde est incité par la réflexion ou par l'étude du droit constitutionnel à une réflexion critique leur permettant de développer une perception précise du déroulement des mécanismes du pouvoir et de l'État. C'est en effet une question d'une grande importance lorsqu'on aura après avoir cumulé une certaine culture en matière de droit constitutionnel, il est beaucoup plus simple aux citoyens de comprendre, bien sûr, les phénomènes liés au déroulement du pouvoir au sein de l'État et se positionner par rapport donc à ces mécanismes.
et également leur permet une perception plus prompte et adéquate des environnements sociaux, politiques, économiques et culturels qui sont fondamentalement d'un haut degré de complexité parce que c'est l'effet de transformation rapide sur des plans divers, notamment le plan intrasociétal et le plan international. Pour illustrer donc ces différents points, je vais procéder à des exemples. Concernant le niveau intrasociétal, bien sûr, il s'agit d'un ensemble de processus, notamment les réformes politiques, par exemple, au Maroc, ce qui s'est passé à la suite en 2011, et l'évolution des mœurs et des pratiques politiques, progrès social et économique. Donc tous ces éléments-là incitent, si vous voulez, ou plutôt constituent des facteurs générateurs des fondements de la société. D'ailleurs, la Constitution de 2011 a constitué un tremplin en matière de transformation politique, bien sûr, ce qu'on appelle, bien sûr, la transition politique, qui peut se transformer, bien entendu, en transition démocratique. Par la suite, bien sûr, lorsqu'on aura à consacrer un certain nombre, si vous voulez, de pratiques politiques répondant aux normes constitutionnelles, répondant conformément aux normes constitutionnelles. L'évolution des mœurs constitue un élément fondamental également, et là je donne un exemple qui peut être lié également à l'évolution de l'environnement international. L'évolution des mœurs peut conduire à des transformations en profondeur, bien sûr, qui touchent pratiquement un grand nombre de branches de droit, notamment le droit de la famille, à titre d'exemple, le droit commercial, le droit pénal, la procédure pénale, etc., etc. Et à la tête de tout cela, bien sûr, la matrice donc de tout cela, notamment la Constitution, qui est l'objet principal du droit constitutionnel. Sur le plan international, il s'agit bien sûr d'exemples extrêmement nombreux également, les impératifs du nouvel ordre international, la mondialisation, la guerre contre le terrorisme, à titre d'exemple. Donc, je prends ce dernier exemple et je reviens sur un exemple que je vous ai promis déjà en évoquant le contexte intrasociétal et son interaction avec le contexte international. Donc, tout le monde se rappelle à la suite des événements du Trade Center à New York que les États-Unis ont déclaré la guerre contre le terrorisme et ainsi donc ont adopté une législation extrêmement sévère, d'ailleurs axée sur le plan interne bien sûr américain, sur la guerre contre le terrorisme, et a incité bien sûr ses alliés à faire de même, parce que les États-Unis étaient très conscients que ce qui se passe dans des pays, bien sûr, alliés des États-Unis, mais qui sont très lointains, comme par exemple les pays d'Afrique du Nord, les pays du Moyen-Orient, étaient déterminants en matière de lutte contre le terrorisme. Et donc, la plupart de ces pays se sont trouvés devant un dilemme bien particulier. Devaient-ils aligner leur législation, notamment pénale, sur le modèle américain et ainsi accepter des régressions en matière de droits et libertés fondamentaux, ou allait-il abandonner cette idée à la défaveur, bien sûr, de ce que leur a exigé, leur ont exigé les États-Unis. Donc le Maroc, par exemple, s'est aligné à cette exigence, bien sûr confronté sur le plan interne à ce phénomène, notamment le phénomène du terrorisme. Vous voyez donc que ainsi ce qui se passe sur le plan international peut retentir très facilement sur le plan interne. Et je reviens donc à l'exemple que je vous ai promis tout à l'heure, notamment lié à l'évolution des mœurs. On sait très bien que en Europe et en Amérique latine plus particulièrement, je ne parle pas de l'Amérique, les États-Unis, je parle de l'Amérique latine. Plus précisément ici, mon exemple est très précis, l'évolution
pratiquement débridé des mœurs a conduit ces pays à adopter une législation très ouverte en matière, si vous voulez, matrimoniale, notamment ce qu'on appelle en France le mariage pour tous. Donc, le Maroc sera-t-il confronté à une telle évolution des mœurs, à une telle évolution de sa législation? Bien sûr, sur la base d'une interprétation du préambule de la Constitution de 2011. Prenons un simple exemple. Est-ce que, par exemple, un Marocain qui s'est marié selon le modèle mariage pour tous, qui s'est marié en France, serait-il en mesure, bien sûr, de régler sa situation matrimoniale au niveau des registres de l'état civil au Maroc? Et si c'est le cas, donc ce serait l'ouverture, si vous voulez, d'une brèche au niveau de la législation nationale, bien sûr. Si c'est confronté, ou plutôt si c'est un refus donc de le faire sur le plan interne au Maroc, alors le Maroc sera confronté à une situation bien, si vous voulez, difficile à gérer. Notamment, il sera taxé, bien sûr, d'un pays qui est très rigoureux sur la pratique des libertés et droits fondamentaux liés d'ailleurs à la liberté de disposer de son corps, à la liberté de conscience, etc., etc. Donc vous voyez que ce qui se passe dans un pays, notamment concernant ce point-là, c'est-à-dire l'évolution du mœurs, peut retentir sur d'autres pays, sur d'autres sociétés, et il faut donc à ce moment-là être en mesure de répondre d'une façon bien sûr respectable, ou plutôt respectueuse de l'identité, et puis bien sûr des constantes civilisationnelles, religieuses, etc., de façon à pouvoir s'immuniser contre ce type d'évolution. Ainsi donc, vous voyez que ce champ disciplinaire, notamment le droit constitutionnel, évolue constamment et très rapidement en fonction, bien sûr, des transformations qui se passent et à l'échelle, si vous voulez, de la société, et qui sont des évolutions d'une très grande, bien sûr, volatilité, et également au niveau de ce qui se passe à l'échelle internationale, les transformations sur le plan du nouvel ordre international. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement, notamment la confrontation de la société internationale au virus corona, va avoir des répercussions d'une très grande ampleur et sur le plan économique et également sur le plan juridique. D'ailleurs, il n'est pas sans dire que l'Union européenne s'est vue contrainte de remettre en ordre, bien sûr, les frontières politiques qui ont été plus ou moins gelées, je dis bien gelées, parce que la preuve c'est qu'une fois confrontée à une telle pandémie, l'Europe a remis en ordre, remis en vigueur donc ses limites politiques, ne permettant pas bien sûr le passage libre des individus, sans parler bien sûr de du Brexit qui a bien sûr abouti à la rupture entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Vous voyez donc que ce sont là des transformations, bien sûr, qui se passent à l'échelle internationale, mais qui ont des retentissements, si vous voulez, très pointus, très percutants sur l'ordre interne, étatique, interne, notamment organisé, notamment sous-tendu par des règles insérées dans la Constitution ou dépendant de la Constitution ou devant suivre une évolution constitutionnelle. Par la suite, nous allons procéder donc à une définition du droit constitutionnel. Ça, c'est une grande question également, à laquelle, bien sûr, nous allons répondre. Et vous allez voir que ce n'est pas une réponse définitive, parce que la définition du droit constitutionnel a fait l'objet d'une longue controverse doctrinale qui, jusqu'à présent, demeure tout entière. Il n'est pas encore défaite, cette controverse doctrinale. Et nous allons voir donc qu'il y a deux tendances contradictoires. En premier lieu, certains auteurs suppose que l'évolution rapide de l'objet de cette discipline, droit constitutionnel, on a rendu impossible toute définition matérielle. Les évolutions que nous avons évoquées et qui se répercutent de façon
pointue et percutante sur l'ordre politique interne, notamment, mais l'avis de ces auteurs n'a pas empêché d'autres auteurs, bien sûr, de proposer une certaine définition de la notion, notamment droit constitutionnel. C'est une technique de l'autorité, affirme Marcel Prélot. C'est très simple, c'est très détaché, c'est quasiment d'un ordre objectif de très haut niveau. C'est une technique de l'autorité, la manière dont l'autorité est exercée au sein de la société. Marcel Prélot ne le précise pas. Est-ce qu'il s'agit d'une technique de l'autorité au sein d'un ordre organisé, le plus organisé de tous, notamment l'État, ou dans tout groupe organisé? Nous allons bien sûr voir tout cela au fur et à mesure. Dans son acception aussi bien logique que pédagogique, le droit constitutionnel doit ainsi se définir, selon toujours l'avis de Marcel Prélot, la science des règles juridiques suivant lesquelles s'établit, s'exerce et se transmet le pouvoir politique. Ainsi donc, Marcel Prélot nous donne une recette qui permet de définir l'objet, bien sûr, du droit constitutionnel et qui s'étale sur 3 phases, un cycle de 3 phases. L'évolution, bien sûr, de la pratique du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, passe en premier lieu par l'établissement du pouvoir, bien sûr, par le biais électoral dans la plupart des démocraties occidentales, et même dans les royautés, dans les systèmes basés sur le système monarchique. Donc, il y a des règles déterminant, bien sûr, la transmission et l'établissement du pouvoir du nouveau roi, notamment, par exemple, ce qui s'est passé en Espagne, l'abdication du monarque et l'établissement du pouvoir de son fils monarque. La deuxième phase, c'est l'exercice du pouvoir, notamment les différentes règles liées à l'exercice du pouvoir, notamment les rapports entre les différents pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir juridictionnel, les rapports entre les organes de l'État, ces différents pouvoirs et les individus, etc. Et donc, ce sont là des règles qui sont déterminées au sein du texte constitutionnel. Et la manière dont se transmet le pouvoir politique, c'est-à-dire le début du cycle. Donc, ce sont, premièrement, l'établissement du pouvoir, deuxièmement, l'exercice du pouvoir, la phase de croisière, la phase la plus longue, et au bout du compte, la transmission du pouvoir politique par la prévision d'une opération électorale, l'organisation quasiment, si vous voulez, méthodique d'une opération électorale, la prévision donc de toute échéance électorale déjà à l'avance et sous forme de mécanisme qui s'impose bien sûr aux gouvernants, pour la simple raison qu'il n'y a pas de gouvernant qui désire tout simplement lâcher le pouvoir sans qu'il n'y soit obligé, sans qu'il n'y soit tenu par une règle qui le transcende, qui s'impose à sa volonté, notamment. Une définition plus générale est proposée par Jacques Cadare, éminent jurisconsulte français, constitutionnaliste français. L'ensemble des règles de droit qui déterminent la composition, les mécanismes et les compétences ou pouvoirs des organes supérieurs de l'État, notamment les gouvernants et les peuples. Vous voyez là qu'au-delà de ce que vient de nous préciser Marcel Prélot, Jacques Cadare ajoute au niveau, bien sûr, surtout de la phase intermédiaire, l'exercice du pouvoir. Il s'intéresse, Jacques Cadare, beaucoup plus à la phase intermédiaire, notamment l'exercice du pouvoir, et il s'intéresse ainsi à la composition et aux mécanismes et compétences des instances qui disposent du pouvoir. De quelle façon le gouvernement est composé, de quelle façon est élu le chef de l'État, de quelle façon les élus sont
c'est-à-dire sont désignés, etc. Je parle des députés, c'est-à-dire des membres des instances législatives sont désignés. Y a-t-il deux chambres ou une seule chambre? Donc tous ces éléments-là sont liés à cette question autour de la composition des mécanismes et également, bien sûr, par la suite des compétences ou pouvoirs des organes supérieurs de l'État, notamment les gouvernants et les peuples. Et là, un élément fondamental qui s'ajoute, si vous voulez, à tout cela, notamment les gouvernants et les peuples. C'est là, si vous voulez, quelque chose dont la définition de Jacques Cadar se distingue par rapport à celle de Marcel Prélot. Il désigne comme gouvernant, comme organe supérieur de l'État, les gouvernants, donc que ce soit un gouvernant ou un groupe de gouvernants, et également les peuples. Pourquoi le peuple lui-même est gouvernant? Dans quelle mesure le peuple lui-même est gouvernant? Donc, c'est très intéressant dans la mesure où, lorsqu'on évoque l'exercice de la souveraineté, toutes les constitutions, sans exception, les constitutions déterminent le peuple ou la nation comme étant l'acteur suprême de la souveraineté. L'acteur suprême de la souveraineté. Je ne vais pas revenir à des articles, je ne vais pas revenir à une constitution précise. La constitution marocaine d'ailleurs ne fait pas exception à cette règle, mais je vais tout simplement dire, aller chercher dans toutes les constitutions du Maroc, de la France, des États-Unis, etc., les constitutions désignent le peuple ou la nation comme étant l'acteur suprême de la souveraineté. Et étant l'acteur, bien sûr, par le biais de ses représentants, il s'agit de démocratie représentative, de ses représentants, donc le peuple devient l'acteur principal, bien sûr, donc de son projet de société, du pouvoir globalement. Et pour dégager la définition, une signification profonde donc de cette définition, l'auteur en précise l'objet ultime, ou plutôt précise l'objet ultime du droit constitutionnel et ajoute ces règles ont pour but d'assurer la suprématie du droit sur les gouvernants. Voilà, ici c'est quelque chose, si vous voulez, d'une très grande importance, et il précise que les gouvernants sont premièrement le Parlement, deuxièmement le gouvernement, troisièmement le chef de l'État, et en quatrième lieu, le pouvoir juridictionnel. Ce sont les quatre éléments majeurs à la tête, bien sûr, de la pyramide étatique. Et ainsi donc, vous voyez, et même sur la majorité du peuple, et par la suite de garantir la liberté, notamment le règne du droit. Il s'agit ici de la suprématie du droit sur les différentes institutions au sommet de l'État, et également sur la majorité du peuple. Le peuple qui constitue bien sûr le substrat de l'exercice de la souveraineté à travers ses représentants, qui sont des représentants au sein des chambres législatives, donc des instances législatives, qui sont le Parlement partant sur une chambre ou sur deux chambres. Il s'agit ici, à ce moment-là, du fait que le droit ne s'applique pas seulement aux gouvernés, mais s'applique également aux gouvernants. Aux gouvernants, bien sûr, quelle que soit leur déclinaison, quel que soit leur rang au sommet, bien sûr, de la hiérarchie de l'État. Et ainsi donc, on parle déjà ici d'une sorte d'État de droit, parce que le règne du droit, qui est l'objectif ultime du droit constitutionnel, signifie bien sûr qu'il s'agit ici d'un droit qui s'applique à toutes les institutions, partant bien sûr des gouvernés eux-mêmes jusqu'au plus haut sommet de l'État. D'ailleurs, je donne un simple exemple, les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent pratiquement à toutes les institutions politiques et administratives. Donc vous voyez là que pratiquement toutes les institutions, il n'y a pas d'exception sur ce point-là, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours et acquièrent l'autorité de la chose jugée dès qu'ils sont prononcés et publiés, bien sûr, dans un document officiel. Dans un deuxième point, bien entendu, nous allons nous atteler à préciser l'objet du droit constitutionnel
Et nous allons revenir sur ce point-là, sur une dimension diachronique, bien sûr, de l'évolution de ce champ disciplinaire. Je précise déjà qu'il s'agit d'une discipline relativement récente et que la première apparition d'une chaire de droit constitutionnel en France relève bien sûr de François Guizot, à l'époque ministre bien sûr de l'Éducation nationale, qui a décidé en 1834 la création d'une chaire de droit constitutionnel à la faculté de droit de Paris. Depuis cette date et pendant très longtemps, l'expression droit constitutionnel a porté la signification de droit de la Constitution. Et nous allons voir là qu'il s'agit d'un grand problème, d'un gros problème d'ailleurs, celui qui va être à la base bien sûr de la crise du droit constitutionnel. Cette période qui a réduit le droit constitutionnel à un simple droit de la Constitution s'étale depuis 1834, date bien sûr officielle de création d'une chaire de droit constitutionnel dans une faculté française, jusqu'à la mise en place de la Constitution de la Ve République en 1958. C'est une longue période d'ailleurs dans laquelle on s'est réduit, bien sûr, la définition du droit constitutionnel n'a pas dépassé cet ordre minime en quelque sorte, acculé à une sorte de juridisme pur. Donc, l'enseignement de la discipline, sous cette acception, tendait à sacraliser le texte constitutionnel par la force des choses. Donc, le texte de la Constitution était considéré comme une ressource dogmatique, pratiquement indiscutable, et qu'il fallait traiter, si vous voulez, par une interprétation qui ne dépasse pas, bien sûr, la lecture exégétique du texte. C'était une simple lecture exégétique. La Constitution, donc, se présentait comme la norme juridique relative aux principes fondamentaux de l'ordre juridique étatique et aux règles de base concernant l'aménagement et la transmission du pouvoir de l'État. Rappelez-vous la définition que nous avons déjà donnée auparavant. L'aménagement du pouvoir de l'État et sa transmission, notamment à travers deux phases différentes, l'établissement et la transmission du pouvoir, notamment la prévision d'une opération électorale ou de règles, bien sûr, de succession lorsqu'il s'agit d'une royauté, et par la suite, l'installation du pouvoir du nouveau monarque, bien sûr, après un événement qui est l'abdication, le décès du monarque, etc., etc. Mais au milieu, il y a l'aménagement, bien sûr, de l'exercice, de la manière dont le pouvoir est exercé au sein, bien sûr, de l'État à travers les expressions, bien sûr, des rapports entre les différentes instances constitutionnelles. On imaginait qu'il n'y avait pas d'autres règles qui pouvaient organiser le jeu politique ou les mécanismes de la vie politique ou les rapports entre les organes et également les compétences des organes supérieurs de l'État. On imaginait qu'il n'y avait aucune autre ressource qui pouvait intervenir dans cette quête d'organisation et quête bien sûr de répartition des compétences et surtout de précision bien sûr de ces compétences et des rapports entre les différentes institutions, si vous voulez, qui sont appelées à exercer le pouvoir, soit par reconnaissance de la Constitution, soit en dehors, bien sûr, de la règle constitutionnelle, du règne de la règle constitutionnelle. On va voir donc tout cela au petit détail. Ces règles sont totalement isolées, plutôt lorsque je parle ici des règles constitutionnelles, sont totalement isolées des phénomènes économiques et sociaux comme des comportements réels des acteurs littéralement hors du droit du champ de l'étude dès qu'ils ne se conformaient pas au texte suprême. Donc, dès qu'une règle n'est pas conforme ou ne rentre pas dans le cadre, bien sûr, prévu par la règle constitutionnelle, donc il se trouve pratiquement en dehors, voire même rejeté par ce cadre juridique quasiment, si vous voulez, dogmatique.
carrément dogmatique. Donc, à ce moment-là, cette forme de constitutionnalisme classique ne permettait pas de prévoir l'ensemble des mécanismes et articulations dont dépend le fonctionnement du pouvoir. Les exemples que je vais vous donner, bien sûr, sont extrêmement, si vous voulez, évocateurs de cet écart considérable entre les règles constitutionnelles et les règles du jeu politique. Parce que les règles du jeu politique ne versent pas toujours dans le cadre, bien sûr, prévu par la Constitution. Il n'est pas possible, par exemple, de percevoir à travers la norme constitutionnelle la relation effective entre le président des États-Unis d'Amérique et le Congrès. C'est tout à fait clair. On sait très bien qu'aux États-Unis, le chef de l'État est le chef suprême donc, du pouvoir exécutif. Et donc, il est habilité à prendre toutes les mesures exécutives, bien sûr, de la norme législative, qui est, par contre, la compétence réservée, exclusive donc du Congrès, c'est-à-dire de l'instance législative. Et ainsi donc, il y a deux pôles, pratiquement, selon la Constitution, qui sont hermétiquement séparés, une séparation quasiment étanche. Le pouvoir exécutif, le pouvoir plutôt législatif, crée la règle de droit, la règle législative, et le pouvoir exécutif la met en œuvre. Et donc, on est dans un cadre théorique quasiment, si vous voulez, carré. C'est-à-dire, l'un ne peut pas, bien sûr, s'aventurer dans le domaine de l'autre, ce qui est vrai jusqu'à un certain niveau, parce que le fonctionnement institutionnel du système américain ne peut pas se passer d'une collaboration extrêmement dense entre, bien sûr, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Tout le monde se rappelle des fins de l'année, et d'ailleurs en décembre 2019, où le Congrès a refusé de voter le budget, bien sûr, du gouvernement, préparé par le gouvernement américain. Et ainsi donc, le chef de l'État, M. Trump, s'est trouvé en grande difficulté donc, pour mener à bien juste le fonctionnement de l'administration américaine. Et cet exemple-là, si vous voulez, est récurrent au sein de l'administration américaine. D'autre part, si le président des États-Unis veut également retarder la mise en œuvre d'un texte législatif, il n'a tout simplement qu'à ne pas le signer, ne pas le promulguer. Parce qu'on sait très bien que la promulgation d'un texte, c'est un ordre donné aux différentes administrations, aux différents rouages du pouvoir et de l'administration de mettre en œuvre le texte législatif en question. Et donc, si le président américain retarde donc sa signature, donc le texte sera tout autant retardé. Vous voyez donc ainsi, il y a le fonctionnement du système politique américain s'étale au-delà des termes de la Constitution et fait appel bien sûr à d'autres ressources qui sont bien sûr le pouvoir de chaque, bien sûr, en fonction bien sûr d'une tradition bien américaine, la pesanteur de chaque instance ou de chaque personnalité à certains égards au niveau du système politique globalement, le lobbying bien sûr des grandes entreprises et des grands congrégats industriels bien sûr pour mener une politique quelconque ou pour contrecarrer une politique quelconque, par exemple d'un président ou au sein du Congrès, etc., etc. Tous ces éléments-là sont d'une très grande influence ou impliquent une grande influence au niveau, bien sûr, des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, de manière, à certains égards, que ces pouvoirs, bien sûr, sont liés l'un à l'autre, en quelque sorte. Il s'agit du même cas, bien sûr, de l'écart entre les règles constitutionnelles et la réalité politique
lorsque on parle bien sûr des fonctions des partis politiques en tant qu'institution régulatrice du jeu politique. Et là, je reviens bien sûr à l'exemple marocain, notamment sous la Constitution de 1996. L'article 3 de la Constitution précise les fonctions des partis politiques comme étant des institutions chargées de l'encadrement des citoyens. Tout simplement, l'encadrement des citoyens. Et donc, le texte constitutionnel met de côté la fonction majeure des partis politiques, notamment le recrutement de l'élite politique et également l'exercice du pouvoir lorsque le cas se présente, lorsque l'opportunité se présente, c'est-à-dire en fonction, si vous voulez, d'un cycle de pouvoir mettant parfois un parti politique à la tête, bien sûr, du pouvoir exécutif et bien sûr une sorte de cycle permettant à chaque formation politique qui a pu acquérir une certaine force, donc d'exercer le pouvoir en fonction, bien sûr, de sa capacité de mobilisation d'une masse électorale, de la masse électorale la plus importante. C'est-à-dire en fonction d'une méthodologie démocratique. Et donc, vous voyez que cette méthodologie n'était pas prévue dans le cadre de la Constitution de 1996. Cette évolution a été réalisée au Maroc et de façon tout simplement réduite par la mise en place de la Constitution de 2011, notamment l'article 47 de la Constitution qui a précisé le rôle des partis politiques ou la place primordial du parti politique au niveau, si vous voulez, de l'exercice du pouvoir exécutif. Bien sûr, sans parler de sa place au sein du pouvoir législatif, parce qu'à ce moment-là, il s'agit d'une évolution normale qui ne dépend que de la capacité mobilisatrice du parti politique. Et troisième exemple, de façon plus excentrique, le rôle de la coutume constitutionnelle comme élément complémentaire au texte solennel et qui est destiné à adapter ce texte aux spécificités sociologiques et politiques, voire même culturelles d'une société déterminée. Je redonne toujours l'exemple dans le cadre marocain et je parle immédiatement de la bay'a. La bay'a qui constitue une coutume constitutionnelle, bien sûr, qui complète le texte constitutionnel et qui met en exergue le rôle donc, du pouvoir monarchique au sein de la société et à la tête de l'État marocain, bien entendu. Et Al-Bay'a n'est évoqué nulle part dans le texte constitutionnel, alors qu'il s'agit bien sûr d'une règle de base de fonctionnement donc, du système politique au Maroc. Il s'agit, dans un quatrième exemple, de l'importance qu'acquièrent certaines dispositions par rapport aux autres au sein du même texte constitutionnel. Et là, je reviens toujours au contexte marocain, dans la mesure où, par exemple, dans la Constitution de 2011, plutôt de la Constitution de 1996, de l'article 19, par exemple. L'article 19 a constitué une constitution dans le cadre du texte constitutionnel, une constitution à part dans le texte constitutionnel, dans la mesure où l'article 19 donnait en quelque sorte la ressource primordiale permettant de lire, d'interpréter et de percevoir la manière dont doivent être lues les autres dispositions de la Constitution. D'où donc l'importance de ce dispositif constitutionnel dans le cadre donc, du texte constitutionnel globalement. Et c'est là, en fonction bien sûr de ces différents exemples, l'aspect essentiel de la crise du droit constitutionnel classique, foncièrement normatif, est réduit à une sorte de juridisme pur, voire même de nature quasiment métaphysique, selon une fameuse expression de Maurice Duverger. Celui-ci propose donc pour dépasser cette crise du droit constitutionnel classique, de dépasser toute conception a priori de l'État et du gouvernement. Donc il ne faut pas considérer le pouvoir de l'État et du gouvernement comme un dogme,
au sein, bien sûr, de la société. Il s'agit tout simplement de situations qui dépendent non seulement d'un texte constitutionnel, mais d'autres mécanismes aussi bien culturels que politiques, que économiques, que sociologiques. Donc, c'est en quelque sorte l'ensemble des considérations qui touchent à la société, qui s'appliquent au pouvoir et à la manière dont le pouvoir est exercé et dont le rôle de l'État est perçu. Et en deuxième lieu, d'admettre une approche rationnelle des faits abordant les structures et les mécanismes du gouvernement des hommes tels qu'ils sont et non plus tels qu'ils devraient être, voire même tels qu'on voudrait parfois nous les faire ou nous faire croire qu'ils sont. Ainsi donc, nous remarquons qu'il s'agit d'une évolution spectaculaire au niveau de l'approche dont doit être perçu le droit constitutionnel, une approche fondée sur une vision positiviste, c'est-à-dire la manière dont le pouvoir s'exerce sur le terrain et non pas la manière dont il doit être exercé. C'est une vision tout simplement rationnelle et rationalisée, si vous voulez, de l'exercice du pouvoir et de la manière dont doivent être perçus tous les mécanismes donc, de l'exercice du pouvoir au sein de l'État. Ainsi, le renouveau du droit constitutionnel passe nécessairement par le concours que lui apporte la science politique, et c'est là une dimension, si vous voulez, d'une très grande importance, parce que c'est une dimension qui rejette la dimension normative en faveur d'une dimension, bien sûr, descriptive et pratique. Et il s'agit là, bien sûr, et je reviendrai sur les différents éléments que j'ai évoqués tout à l'heure pour les mettre en rapport, pour aboutir donc à ce point central à travers ce qui va être dit par la suite, notamment que les phénomènes politiques ou du pouvoir doivent être abordés désormais dans leur contexte historique, géographique, culturel et religieux, et non pas exclusivement à travers le dogme constitutionnel, non pas forcément à travers ce que dispose la Constitution, les différentes dispositions de la Constitution. Bien sûr, les différentes dispositions de la Constitution sont d'une très grande importance, mais ce n'est pas une importance exclusive. La Constitution, on vient de le dire à travers les différents exemples, se trouve à l'écart, bien sûr, d'un certain nombre de facteurs qui sont soit d'ordre culturel, al-bay'a, soit d'ordre religieux, soit d'ordre, la religion d'ailleurs et la culture se rejoignent à un certain point et pour s'entrelacer carrément, c'est-à-dire l'un ne peut pas aller sans l'autre parce que la religion c'est l'identité et la culture c'est également l'identité, les facteurs sociologiques, les facteurs économiques, etc. Donc tous ces éléments-là sont d'une très grande influence ou impliquent une très grande influence sur la manière dont le pouvoir est exercé, la manière dont la règle de droit, d'ailleurs la règle constitutionnelle, est perçue et projetée au niveau de la réalité politique. Donc, ce sont des biais qui peuvent modifier complètement, qui peuvent intensifier bien sûr l'effet de la règle constitutionnelle, peuvent annihiler, c'est-à-dire réduire à néant l'effet de cette règle constitutionnelle sur la réalité politique. Et donc, à ce moment-là, et je reviens donc au début de cette keynote, les phénomènes politiques ou du pouvoir doivent être abordés dans leur contexte historique, géographique, culturel, religieux, politique, etc., etc., tout ce que je viens de dire il y a quelques instants. Or, la science politique ne s'intéresse plus seulement aux gouvernants, et là c'est une autre dimension que nous allons ajouter, donc du moment où on va chercher les raisons qui expliquent le phénomène politique partout où elles sont, donc à ce moment-là, on ne va pas tout simplement aller voir du côté simplement du gouvernant, mais d'abord au niveau des gouvernés. Et ainsi donc,
bien sûr, et là je vous donnerai un simple exemple, la manière dont le processus électoral est perçu, la manière dont ce processus est pratiqué, la perception que se fait le simple citoyen sur le phénomène électoral et sur le parti politique et le rôle du parti politique globalement constituent les éléments de base, bien sûr, qui vont mettre ce citoyen en rapport avec le pouvoir politique et vont bien sûr déterminer la consistance même du pouvoir politique dans un sens ou dans un autre, permettant donc, lorsque la science politique s'intéresse au gouverner également, donc elle contribue à démocratiser l'objet de son étude et également, chemin faisant, l'objet d'étude du droit constitutionnel. À titre d'exemple, d'ailleurs les exemples sont très nombreux, la science politique aborde plutôt la manière dont se dégage la majorité appelée à faire la loi. Bon, il y a, comment la manière dont se dégage la majorité appelée à faire la loi, c'est-à-dire la majorité parlementaire, c'est-à-dire il y a à ce moment-là deux visions différentes ou deux paliers bien sûr différents. Le palier juridique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la législation électorale, donc là c'est très clair, il y a la Constitution et il y a les différentes dispositions législatives qui organisent le processus électoral, mais il y a d'un autre côté la manière dont, je viens de le dire tout à l'heure, la manière dont le citoyen perçoit l'opération électorale et la manière dont, bien sûr, les partis politiques pratiquent cette opération électorale. On envisage bien sûr d'aborder cette opération électorale. Et il va sans dire, bien sûr, que selon les systèmes sociaux, que selon les sociétés, bien sûr, le côté folklorique, le côté culturel, le côté, bien sûr, la condition sociale, pauvreté, etc., tout cela intervient au niveau, bien sûr, de la manière dont pour préciser la manière dont, si vous voulez, le processus électoral est pratiqué, est perçu, est pratiqué et détermine même le résultat du processus électoral. En même temps où la science politique aborde la manière dont se dégage la majorité appelée à faire la loi, la norme constitutionnelle définit cette majorité comme expression de la volonté générale, nécessairement toujours bonne et insusceptible, bien sûr, de toute contestation par les minorités. Donc voilà, et la Constitution est tout à fait claire. La Constitution est très carrée. Elle détermine les règles fondamentales. Ce sont des règles, tout simplement, qui ne comportent pas trop de détails et ainsi donc excluent toute forme de contestation qui est liée, bien sûr, au symbole de souveraineté. Et ainsi donc, vous voyez que face à la structure normative réduite à un juridisme pur, réduite à une forme, si vous voulez, à une perception dogmatique des choses, la science politique aborde bien sûr le contexte dans lequel ce dogme s'applique et lui donne bien sûr une couleur et une profondeur toute particulière, lui permettant ainsi donc d'être perçu de façon objective, étudié de façon bien sûr rationnelle et raisonnable, et ainsi donc compris dans sa profondeur. C'est ce qui a donné un renouveau tout extraordinaire, bien sûr, au droit constitutionnel. Et ce renouveau, bien sûr, apparaît à travers une triple dimension. À travers, bien sûr, les trois dimensions de l'objet du droit constitutionnel. En premier lieu, l'objet du droit constitutionnel s'attelle à l'étude du dogme constitutionnel. Le dogme constitutionnel demeure toujours le noyau dur, bien sûr, de la Constitution, et il va sans dire que toute Constitution comporte, bien sûr, une sorte de dogme constitutionnel, une sorte de règle, si vous voulez, rigide, de base. Il s'agit en général, premièrement, des règles relatives à l'aménagement et à la transmission du pouvoir au sein de l'État. Rappelez-vous ce que nous avons dit déjà au début de la définition relative au droit, bien sûr, constitutionnel, Jacques Cadar d'ailleurs. Il s'agit en deuxième lieu des règles déterminant
le rôle ou les rôles des institutions constitutionnelles, les compétences et les fonctions, bien sûr, des instances constitutionnelles, quelles sont les compétences du pouvoir exécutif, où commencent-elles et où se limitent et quelles sont leurs limites, quelles sont les compétences du gouvernement et quelles sont également leurs limites, et de prévoir, par exemple, dans le cas de la Constitution marocaine qui ressemble étrangement à la Constitution française, donc on va pratiquement évoquer la règle constitutionnelle marocaine et française de la même manière, donc dans quelle mesure il y a interférence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, dans la mesure où le pouvoir exécutif dispose désormais en France à partir de 1958 et au Maroc après la toute première constitution de 1962 d'une compétence assez large en matière législative, chose qui a été inimaginable avant en France, bien sûr, avant 1958, où même si on pourrait l'imaginer, il était extrêmement réduite, cette dimension-là, c'est-à-dire négligeable, dans la mesure où le pouvoir législatif fut, bien sûr, était pendant longtemps le pouvoir qui crée la règle de droit et le pouvoir exécutif était le pouvoir dont la compétence se limite exclusivement à la mise en œuvre de la règle de droit, notamment l'exécution de la règle législative. Voilà, donc c'est ainsi que ce sont des règles qui déterminent tous ces éléments-là, tous ces mécanismes, si vous voulez, relatifs au rapport plutôt relatif au rôle des institutions constitutionnelles et de leur rapport également. Et en troisième lieu, les règles qui prévoient des mécanismes destinés à fixer bien sûr, les règles de transmission du pouvoir. Lorsque ici j'ai évoqué bien sûr les rapports, je viens juste de le discuter auparavant. C'est là bien sûr la dimension du droit constitutionnel normatif. Donc, tout cela évoque ce que je viens de dire à travers ces trois exemples, le droit constitutionnel normatif. En second lieu, le droit constitutionnel a pour objet de, premièrement, retracer les organes de l'État, les institutions politiques, et en deuxième lieu, analyser les articulations juridiques, politiques, économiques et sociologiques qui les sous-tendent, c'est-à-dire qui les déterminent, de décrire les fondements constitutionnels des institutions administratives et juridictionnelles, c'est-à-dire au-delà bien sûr du droit constitutionnel normatif, traditionnel, classique, le droit constitutionnel bien sûr va au-delà, c'est-à-dire l'étude des organes de l'État, des institutions politiques globalement, et aussi l'analyse des différents rapports et articulations, notamment de nature juridique, de nature politique, de nature économique, en fonction bien sûr de l'évolution que lui a apportée la science politique, sociologique également, qui sous-tendent bien sûr les fondements constitutionnels des institutions administratives et juridictionnelles. Et c'est là la dimension donc droit constitutionnel institutionnel. En troisième lieu, et d'autre part, une dimension qui n'est pas moins importante, d'ailleurs peut-être qu'en fonction de l'évolution du droit constitutionnel, c'est la dimension qui devient de plus en plus importante, parmi les plus importantes de l'État globalement, qui a demeuré jusqu'à récemment assez en retrait par rapport aux deux autres dimensions du droit constitutionnel, notamment dans les pays en voie de développement. Il s'agit de l'étude des droits fondamentaux de la personne humaine et du domaine de ses libertés. Et également, chose qui doit figurer sous ce troisième point, le contentieux constitutionnel relatif, bien sûr, à l'exercice des droits et libertés fondamentaux. La dimension, bien sûr, jurisprudentielle va constituer une part d'une très grande importance, voire même de plus en plus importante, dans la masse de la masse critique, si vous voulez,
de cette discipline qu'on appelle droit constitutionnel. C'est ainsi donc la dimension relative au droit constitutionnel relationnel ou substantiel. Ainsi donc, et en fonction de cette évolution jurisprudentielle en matière des droits et libertés fondamentaux, mais également au niveau des relations, des rapports entre les différents pouvoirs, une mutation très profonde a touché le droit constitutionnel sous forme d'une juridicisation, si vous voulez, de cette discipline. Juste pour aborder ce point-là qui est d'une très grande importance, j'aimerais bien faire une petite analogie entre le droit constitutionnel et le droit administratif. C'est une analogie explicative d'une très grande importance. Essayons d'imaginer ce que c'est que le droit administratif. En premier lieu, le droit administratif est un droit factuel, est un droit foncièrement jurisprudentiel, est un droit qui est fondé sur un processus de décision du juge, soit administratif, soit autre, et qui ont fait bien sûr cette matrice, qui ont constitué cette matrice autour de laquelle s'est constitué le droit administratif et les règles du droit administratif. Par la suite, ce droit a été étoffé, développé par la norme, si vous voulez, juridique, c'est-à-dire par la règle de droit créée par les instances législatives, les instances exécutives, etc. Mais à l'origine, le droit administratif a été un droit factuel, notamment jurisprudentiel, c'est-à-dire basé essentiellement sur le rôle joué par le juge. Il n'y avait pas de droit écrit administratif. Mais petit à petit, et en fonction bien sûr du cumul des sentences du juge administratif ou des juges administratifs, s'est constitué ce noyau dur bien sûr du droit administratif qui a été développé, je viens de le dire, par un ensemble de règles qui vont constituer bien sûr une dimension importante du droit administratif. Revenons maintenant au droit constitutionnel et rappelez-vous de ce que nous avons dit à propos de ce droit. C'est un droit de la Constitution. C'est un droit qui tourne, c'était la première définition que nous avons donnée au droit constitutionnel. Donc c'est un droit qui tourne essentiellement sur un texte, qui est le texte constitutionnel, en dehors de toute autre considération, c'est-à-dire c'était un juridisme pur qui mettait de côté, qui rejetait toute autre règle émanant, si vous voulez, de quelque structure ou de quelque institution que ce soit. C'était au début. Voilà. Mais, est-ce que c'est une règle qui a perduré, c'est-à-dire le caractère factuel du droit administratif? Est-ce que le droit constitutionnel est de la même nature? C'est une très grande question à laquelle il faudra répondre par si vous voulez, un retour sur l'évolution du constitutionnalisme dans les pays occidentaux, notamment aux États-Unis au début, puis par la suite en Europe à partir du début des années 20 en Autriche, pour aboutir en dernier lieu, la France étant l'un des derniers pays qui a adopté une constitution axée sur la rationalisation du travail parlementaire. Et je prononce en fin de compte le terme rationalisation du travail parlementaire parce qu'il explique pratiquement, il est plutôt au début de l'explication de toute la dimension que j'ai appelée juridicisation du droit constitutionnel. Donc, comment doit-on aborder cette évolution pour bien la saisir? Qu'est-ce que la rationalisation du travail parlementaire? Donc, grosso modo, pour ne pas donner trop de détails, peut-être qui risque de brouiller de jeunes étudiants que vous êtes, donc je reviens juste sur quelques détails les plus importants concernant cette évolution. La rationalisation du travail parlementaire, donc, c'est un phénomène qui a touché les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Je vous ai dit il y a quelques instants que la règle de base était que le pouvoir législatif disposait de la compétence exclusive de créer la règle de droit et le pouvoir exécutif
disposer de la compétence exclusive de la mettre en œuvre. Donc, cette situation est devenue pratiquement impossible sous la troisième et la quatrième, était trop gênante plutôt, et impossible de continuité à la fin pratiquement de la quatrième République française. Et il a fallu tout simplement redonner au pouvoir politique si vous voulez, une nouvelle dimension qui permet bien sûr de stabiliser le pouvoir politique après bien sûr la crise, ou plutôt les crises chroniques de la troisième et de la quatrième République. Et lorsqu'on a appelé le général de Gaulle à constituer une équipe gouvernante et à mettre en place une nouvelle constitution pour remplacer la République essoufflée, notamment la quatrième République, il a été donc très clair pour accepter cette nouvelle tâche et il a posé une condition majeure pour revenir donc à l'exercice du pouvoir donc suprême à la tête de l'État français. Il a fallu tout simplement introduire des règles permettant au pouvoir exécutif d'avoir une sorte de prévalence qui le met à égalité par rapport au pouvoir législatif. Et donc, parmi les principaux mécanismes donc de la rationalisation du travail parlementaire, deux mécanismes de base. Et notez bien, ce sont là deux mécanismes de base donc de ce phénomène de rationalisation du travail parlementaire. Premièrement, donner au pouvoir, limiter les compétences du pouvoir législatif. L'article 34 de la Constitution française précise que le Parlement, le pouvoir législatif, exerce soit des règles générales, soit des principes fondamentaux. Voilà. Et il limite le rôle, bien sûr, du pouvoir législatif dans le cadre de cet article, par une liste de compétences. C'est la même chose concernant l'article 72 de la Constitution, 71 de la Constitution marocaine. Et c'est la même chose concernant la Constitution marocaine de 2011, notamment à travers l'article 71 de la Constitution qui précise, je cite, « sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution, les libertés et droits fondamentaux prévus par le préambule et dans d'autres articles de la présente Constitution, etc., etc., etc. » Toute une liste limitative d'ailleurs, si vous voulez, des compétences du pouvoir législatif. Et d'un autre côté, deuxièmement, un rôle, si vous voulez, assez général, une compétence générale au pouvoir exécutif. C'est l'article 37 de la Constitution française, l'article 72, bien sûr, de la Constitution marocaine, qui dispose, dans les mêmes termes pratiquement que la Constitution, que l'article 37 de la Constitution française, je cite, « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire. » Vous voyez avec moi donc que désormais, le pouvoir, désormais, je dis bien,
à partir de la constitution de la Ve République en France, que le Parlement dispose d'une compétence liée, d'une compétence, si vous voulez, précise, alors que le gouvernement dispose d'une compétence générale. Et c'est pratiquement dans un sens inverse par rapport à ce qui a été adopté jusqu'à présent, dans la mesure où c'est le Parlement qui disposait d'une compétence générale et le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, ne disposait que d'une compétence liée, c'est-à-dire une compétence exclusive d'exécution, de mise en œuvre des dispositions législatives. Deuxième point majeur, le gouvernement, selon bien sûr la deuxième règle de base de la rationalisation du travail parlementaire, le pouvoir exécutif dispose désormais d'une compétence concurrente en matière de procédure législative. Le gouvernement, le pouvoir exécutif, intervient même au niveau de la création de la règle législative. Je ne parle pas bien sûr des règles issues de l'article 37, article 72 de la Constitution marocaine, 72 de la Constitution marocaine, c'est-à-dire les règlements autonomes, mais je parle tout simplement de la compétence législative propre au Parlement. Je veux dire par là que le gouvernement concurrence pratiquement le pouvoir législatif en matière de création de base de la règle de droit à travers, bien sûr, les décrets-lois. Et le dernier décret-loi qui a été pris au Maroc, c'est le décret-loi relatif à la déclaration de l'état d'urgence et des mesures à prendre pour pallier aux effets bien sûr néfastes d'une pandémie telle que le coronavirus. Donc ça c'est le dernier, il y a quelques jours de ça. Et également par des lois d'habilitation, etc., etc. Donc les différentes formes d'intervention du pouvoir législatif sont nombreuses et je ne vais pas aller dans les détails. Donc ces deux situations ont créé une hypothèse pratiquement inédite qui était connue pour la première fois, et c'est-à-dire une sorte d'interférence au niveau des compétences du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, où se limitent bien sûr les règles donc disposant des compétences du pouvoir législatif et où commence le domaine de compétences du pouvoir exécutif. Forcément, puisqu'il y a concurrence, il peut y avoir interférence. Et alors, s'il y a interférence, ou plutôt si interférence il y est, quelle serait l'instance chargée de trancher donc les questions ou les problèmes liés à cette interférence, cette concurrence, c'est-à-dire en matière de compétence de l'exercice du pouvoir politique. Alors, à ce moment-là, la constitution de la Ve République et par la suite les différentes constitutions marocaines, notamment la constitution de 96 plus précisément et plus particulièrement la constitution de 2011, ont prévu la mise en place d'une justice constitutionnelle, d'un juge constitutionnel qui a la charge de trancher toute hypothèse d'interférence du pouvoir législatif, de débordement, c'est-à-dire de ses compétences par le pouvoir législatif, c'est-à-dire interférence dans les compétences qui ne sont pas les siennes, c'est-à-dire qui sont celles du pouvoir exécutif. Et ainsi donc, vous voyez que le travail de ce juge, le juge constitutionnel, s'est effectué par le biais de décisions qui interviennent sur deux niveaux différents. Le premier niveau, c'est-à-dire le conflit de compétences. Le deuxième niveau, c'est-à-dire la pratique des droits et libertés fondamentaux, le juge constitutionnel étant le garant, au bout du compte, de l'exercice par les citoyens de leurs droits et libertés fondamentaux, qui peuvent être bafoués, je le dis bien, par le pouvoir législatif. Du moment où le juge constitutionnel ne contrôle que le travail du pouvoir législatif. Seul le juge constitutionnel ne peut être saisi que vis-à-vis d'une règle d'ordre législatif, que ce soit une règle sous forme d'une loi issue d'une loi ordinaire ou d'une règle issue d'une loi
organique. On va détailler tout cela, bien sûr, au fur et à mesure que nous avançons dans notre cours. Et ainsi donc, vous voyez qu'au fur et à mesure de cette évolution, le droit constitutionnel n'est plus le droit de la Constitution, du texte constitutionnel, mais il est également le droit qui englobe un certain nombre, si vous voulez, de règles liées à la jurisprudence qui constitue le fruit de l'évolution de la jurisprudence constitutionnelle. Ainsi donc, selon la fameuse évolution qu'a connue le droit constitutionnel français, le juge constitutionnel a créé tout un bloc de constitutionnalité qui est constitué bien sûr, qui est composé d'un certain nombre de textes, notamment le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, déclaration qui a suivi la Révolution française, et des principes reconnus par les lois de la République, etc., par un ensemble aussi de principes de droit qui ont évolué donc d'un rang de principes généraux de droit. Ils ont été élaborés par la suite comme des règles de nature constitutionnelle sous forme de règles, ou plutôt de principes de droit. Et ainsi donc, ce bloc de constitutionnalité s'impose désormais au législateur, acquiert ou a pu acquérir la nature constitutionnelle autant que le texte constitutionnel et en fonction principalement d'une évolution de la jurisprudence constitutionnelle. Au-delà donc du texte constitutionnel, le bloc de constitutionnalité englobe, je viens de le dire, une série de normes qui s'imposent aussi bien au législateur qu'au pouvoir exécutif. Et bien sûr, à travers la hiérarchie des normes, transcendées par la Constitution, bien sûr, et les règles qui sont de nature constitutionnelle également, et juridiquement sanctionnées, devient l'un des fondements donc, de l'état de droit dans cette quête de protection de l'individu contre l'arbitraire du pouvoir. Je viens de le dire que le juge constitutionnel est devenu le gardien, le principal, bien sûr, de l'exercice par les citoyens de leurs libertés et droits fondamentaux contre l'arbitraire du pouvoir dans sa plus haute expression, notamment par le pouvoir législatif. Je viens de le dire il y a quelques instants. Et la formule qui est résumée au début du siècle dernier, la doctrine allemande de l'autolimitation de l'État, parlons bien sûr du rapport du pouvoir aux droits fondamentaux, aux droits et libertés fondamentaux. Donc, cette formule au début du siècle, selon laquelle, je cite, c'est l'État, n'est soumis au droit que parce qu'il le veut bien, quand il le veut et dans la mesure où il le veut, en réalité, il n'est point subordonné au droit. Donc, cette règle est devenue complètement anachronique, totalement obsolète. L'État ne peut plus être soumis au droit parce qu'il le veut bien, quand il le veut et dans la mesure où il le veut bien. L'État est devenu, lorsque je dis l'État, je parle bien sûr de l'intégralité des mécanismes de l'exercice du pouvoir, dans toutes les expressions de l'exercice du pouvoir. Donc l'État, dans son intégralité, dans l'intégralité de ses mécanismes et de ses institutions, est devenu pratiquement acculé à la règle de droit, soumis à la règle de droit. Et ainsi donc, il ne peut s'échapper, bien sûr, à ce poids et à cette norme transcendante qui transcende même le rôle de l'État et les mécanismes de l'État, et ainsi donc incontestablement, et tel que l'a affirmé le doyen Favoreux, le politique est désormais saisi par le droit. J'ai dit bien le politique, alors que vous voyez que c'est la politique. Autant le politique, c'est-à-dire la manière dont la société est gouvernée, la manière dont le pouvoir en son sein est exercé, que la politique, c'est-à-dire, si vous voulez, la pratique du pouvoir politique, la manière dont le pouvoir politique est pratiqué, dont il est perçu, dont il est entendu, dont il est vu et accepté ou rejeté par les individus. Donc tout cela est devenu sous la coupe, bien sûr,
du droit et le comportement politique qui était un comportement non nonchalant en quelque sorte vis-à-vis du droit. Là, je donne un simple exemple, bien sûr, qui relève bien sûr du contexte marocain. Je parle bien sûr de l'opération électorale, notamment législative. Tout le monde sait que, par exemple, dans la province préfecture de Zouara Moulay Yacoub, province de Moulay Yacoub actuellement, tout le monde sait que dans la province de Moulay Yacoub, qu'on appelle la circonscription de la mort, en quelque sorte, c'est la circonscription électorale qui a mis à l'épreuve les partis politiques les plus enracinés localement à plusieurs reprises. Donc, l'opération électorale a été annulée parce que les acteurs politiques ont fait défaut à la règle de droit. Et que dit la règle de droit à ce moment-là? La règle de droit interdit aux acteurs politiques de se comporter d'une façon déliée par rapport à une obligation, si vous voulez, d'intégrité et une obligation de respect de la règle de droit. Donc, du moment où les acteurs politiques ont, par exemple, utilisé des symboles religieux, ont mis en œuvre des symboles donc d'institutions constitutionnelles dans leur dépliant et dans leur documentation électorale, donc ils ont failli à un engagement qui a été imposé par la législation électorale et ainsi donc, vous voyez, ils ont été lourdement sanctionnés par la perte de leur siège sous la coupole du Parlement. Le comportement politique ne peut être maintenant délié par rapport à la règle de droit. La règle de droit s'applique tout aussi bien au comportement politique des acteurs locaux que du comportement politique et du comportement juridique, bien sûr, cadré par le droit, au plus haut niveau, bien sûr, de la hiérarchie étatique. Vous voyez donc que le règne du droit est devenu, si vous voulez, à travers la Constitution, mais aussi à travers les ressources que apporte la science politique à la Constitution, donc est devenu beaucoup plus facilement perceptible, est devenu bien sûr beaucoup plus facilement soumis à la méthode de recherche, bien sûr positiviste, la recherche scientifique axée sur, bien sûr, les méthodes de sociologie, ce qu'on appelle globalement la science politique. Il ressort donc de cette longue introduction deux points fondamentaux qui vont constituer la trame de fond de notre cours et qui seront abordés selon l'ordre suivant. Première partie, l'encadrement juridique du pouvoir politique. Deuxième partie, le pouvoir politique démocratisé. Et se termine ainsi donc cette toute première séance. Dans la prochaine séance, nous allons entamer la première partie et jusqu'au moment où vous serez informés de la mise en ligne de cette deuxième séance, je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine, Inch'Allah.